8 mai 1945, banlieue est de Berlin. Les Alliés reçoivent la capitulation sans condition de l'Allemagne. Grâce aux victoires du général Delattre de Tassigny à la tête de la première armée, les Français sont présents à la signature à égalité avec les Alliés. Singapour, le 12 septembre 1945. La capitulation des troupes japonaises du sud-est asiatique est conclue en présence de Lord Mountbatten et des généraux alliés. Le général Leclerc, qui avec la 2e division blindée a fait plier l'ennemi, signe au nom de la France. Il a sa place dans la victoire, comme il l'a eu dans le combat. Comment ces deux armées françaises ont-elles contribué à la libération du territoire national? Et comment ont-elles permis à la France de rejoindre le camp de la victoire? L'armée Leclerc, constituée de 300 volontaires au début du conflit, est le 31 juillet 1944 une division composée de 15 000 soldats et de 4 200 véhicules de combat. Sur le sol de France, le regroupement des 300 chars Sherman, 60 automitrailleuses et 650 Half-Track s'effectue jusqu'au 8 août dans le sud du Cotentin. Le soir même, la 2e DB reçoit l'ordre de foncer en direction du Mans pour faire la jonction avec les Américains. Le 12 août, la 2e division blindée libère Alençon sans véritable résistance. Les Allemands ont inexplicablement reculé. Alençon est un double symbole pour Leclerc. C'est la première grande ville à être libérée par des Français. De plus, le général en est originaire. Le soir même, les éléments de reconnaissance font état d'une forte concentration de chars ennemis au nord de la ville. Manifestement, les Allemands sont prêts pour la bataille. Elle sera rude. À 2000 km de là, dans plusieurs ports du pourtour méditerranéen, une autre partie décisive est en train de se jouer pour la victoire finale. Le lancement de l'opération Anvil Dragoon. 2000 bâtiments alliés achèvent d'embarquer dans leurs flancs près de 200 000 hommes, des dizaines de milliers de véhicules et autant d'armements et de munitions. Cette armada sera la plus importante qu'ait jamais portée la Méditerranée. Partis d'Italie et d'Afrique du Nord, les soldats français convergent vers les côtes de Provence. Cette armée, dite B, est composée de l'armée d'Afrique, à laquelle se sont joints les Français libres du général de Gaulle. Les 100 000 hommes, répartis en 7 divisions, sont commandés par le général 5 étoiles Delattre de Tassigny. En Provence, l'offensive alliée débute. Depuis le 15 août, le débarquement est engagé sur la côte des Morts, de Cavalère à la baie de Saint-Raphaël. À l'armée française revient l'honneur de prendre Toulon et ensuite Marseille. Toulon isolé, Marseille sous la menace des troupes de Montsabert, les soldats allemands vont se défendre farouchement. Ils ont reçu l'ordre du Führer de se battre jusqu'à la dernière cartouche. En Normandie, alors que la bataille s'achève, Leclerc n'a qu'une idée en tête, foncer sur Paris. Sous la pression conjointe du général de Gaulle et de la résistance française, le général Eisenhower, chef de l'armée américaine, est finalement convaincu que Paris ne peut être contourné. C'est la 2e DB qui sera à la manœuvre, avec l'appui de troupes américaines. Chaque groupement reçoit sa mission pour la journée du 24. Progresser en banlieue suivant 2 axes, sud et ouest, pour s'emparer de Paris le jour même, tout en assurant la défense des ponts sur la Seine. Il y a vraiment de la casse. On ne passe pas comme on peut. C'est la bataille, c'est la guerre. Hein, La résistance va multiplier les barricades sur les boulevards. L'objectif est de diviser et de contenir l'ennemi. Les unités FFI entrent en action et commencent à harceler l'occupant. Dans le sud, les troupes du général de Montsabert, poussant au-delà de Toulon, ont investi l'agglomération de Marseille. Paris n'attend plus que ses libérateurs. Demain sera un grand jour. Le 25 au matin, on est rentré par la porte d'Orléans. Le général était juste derrière les 2 chars d'ouverture. On rentre par la porte d'Orléans. Mais Paris ne tombe pas sans combat.
La division Leclerc doit affronter de nombreux foyers de résistance, notamment devant le Quai d'Orsay et au Sénat, siège de l'état-major de la Luftwaffe. Devant le fanatisme des Allemands, le recours aux blindés est nécessaire. Des combats acharnés vont durer toute la journée avant que l'ordre de cessez-le-feu ne soit proclamé. Enfin, à 18h45, la bataille du Sénat prend fin. Le plan de bataille pour Paris est conçu suivant 4 itinéraires différents. La colonne chargée de libérer l'ouest de la capitale est arrivée à hauteur de l'Arc de Triomphe. Le général Leclerc installe son PC à la gare Montparnasse pour bénéficier du réseau de communication intact de la SNCF. De là, il dirige les opérations. À Notre-Dame, c'est là qu'on reçoit comme mission d'attaquer à partir de la Tour Saint-Jacques, d'attaquer la rue de Rivoli et avec objectif l'hôtel Meurice. Situé rue de Rivoli, l'hôtel Meurice abrite le QG de von Choltitz. Le commandant du Grosse Paris a autorité sur toutes les forces allemandes de la capitale. Dans l'après-midi, von Choltitz arrive dans le command car du général Leclerc pour signer la reddition. Tous les soldats allemands ont désormais l'ordre de se rendre. Le 26 août 1944, c'est le défilé triomphal. Plus d'1,5 million de Parisiens massés sur les Champs-Élysées sont venus acclamer De Gaulle, Leclerc et tous les combattants qui ont participé à la libération de Paris. Le 26 août 1944, Toulon est la première grande ville française à être libérée par les soldats du général Delattre de Tassigny. Le 27 août, la plus grande partie de Marseille est en main française. L'ennemi ne tient plus que les installations portuaires et quelques points au nord de la ville. Les Allemands se sont bien battus pour retarder le plus possible parce qu'ils voulaient empêcher la remontée de l'armée française vers le nord. Et puis alors, on a réussi à négocier avec le commandement allemand qui a fini par se rendre. La masse de prisonniers était considérable. Ainsi, en moins de 12 jours, l'armée B aura remporté la bataille de Provence. Elle est en avance d'1 mois sur les prévisions les plus optimistes du haut commandement allié. Avec Toulon et Marseille, les Alliés disposent d'installations portuaires qui, une fois remises en état, vont permettre de soutenir l'avancée des troupes. Les Allemands remontent vers le nord. La poursuite s'engage dans la vallée du Rhône, simultanément sur les 2 rives du fleuve. L'armée française à gauche, les Américains à droite. Un engagement va s'avérer décisif dans cette bataille de France. L'appui des combattants FFI. Ces soldats maquisards des forces françaises dites de l'intérieur viennent grossir les rangs de l'armée B au fur et à mesure de son avancée. Le 3 septembre, les Lyonnais fêtent leur libération. Dans Lyon, surnommée la capitale de la résistance, près de 30 000 maquisards vont venir grossir les rangs de l'armée du général Delattre. La traque de l'ennemi va s'intensifier plus au nord, en direction des Vosges. Devant l'avancée alliée, désormais c'est la totalité des troupes allemandes qui refluent pour protéger le territoire du Reich. Début septembre, la 2e DB s'apprête à faire mouvement en direction de Strasbourg. Le 8 septembre 1944, la 2e DB fonce avec l'objectif d'affronter les 1ère et 19e armées équipées des chars les plus modernes du moment. La division progresse à un train d'enfer. Le 11 septembre, elle est aux portes de la Lorraine. Vittel libéré, les habitants signalent aux soldats de la DB une concentration importante de chars allemands autour du village de Dompère. De toute évidence, l'ennemi prépare une contre-offensive. L'arrivée surprise de la DB va bouleverser leurs plans. Pendant 2 jours et demi, les Allemands essayent d'enfoncer le flanc
avec une très grosse concentration de chars, des chars neufs, des Panthères et des Mark IV. Ils alignaient environ 80 chars. La journée du lendemain s'annonce incertaine pour les hommes de Leclerc. Elle va être la plus importante bataille de chars de toute la campagne de France. Le 12 septembre est une date historique pour les troupes françaises. Ce jour-là, à Nottes-sur-Seine, des soldats de l'armée B font la jonction avec les hommes de la 2e DB. Dès lors, les deux grandes forces débarquées en Normandie et en Provence n'en forment plus qu'une. À ce moment-là, le front allié ne constitue plus qu'un seul bloc, de la mer du Nord à la frontière suisse. Alors cette jonction est évidemment forte, parce que ça signifie beaucoup sur le rôle aussi des forces françaises, pas seules, mais dans la part qu'elles ont à la libération de la France. Châtel est libéré le 19 septembre. Grâce au travail héroïque du génie qui a construit un pont flottant sous le tir de l'ennemi, toute l'armée de Leclerc peut enfin franchir la Moselle pour partir à la poursuite des troupes allemandes. Entre-temps, l'armée B a été rebaptisée Première Armée par décret du général de Gaulle. Devant les Vosges, la Première Armée est déployée jusqu'à la frontière suisse. La progression a été rapide. En un peu plus d'un mois, près d'un tiers du territoire a été libéré. Le front s'étire désormais sur une ligne de plus de 120 km. Et malgré les assauts répétés de ses troupes, Delattre n'arrive pas à enfoncer frontalement les lignes ennemies. Les Allemands se défendent avec une vigueur inattendue. Leclerc n'a jamais été aussi proche de réaliser son rêve. Faire flotter le drapeau français sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Le 14 novembre, Delattre, bloqué dans les Vosges, décide d'attaquer par surprise sur 3 axes la trouée de Belfort, seul débouché naturel pour atteindre l'Alsace. Ainsi, en 2 jours, Belfort et Mulhouse sont tombés. Le 20 novembre 1944, Leclerc lance son attaque contre Strasbourg par plusieurs itinéraires. Arrivé au Dabo, c'est la descente sur la plaine d'Alsace. Strasbourg n'a jamais été aussi proche. Saverne est libéré le 21 novembre, Phalsbourg le 22. Comme dans une course, et pour ne pas laisser de répit à l'ennemi, l'ordre est donné le lendemain à tous les groupements de foncer sur Strasbourg. La plaine d'Alsace est traversée d'une seule traite. Les premiers accrochages avec les Allemands ont lieu devant les forts qui ceinturent la capitale alsacienne. Dans la matinée du 23 novembre 1944, les 3 couleurs françaises flottent sur la cathédrale de Strasbourg. Leclerc peut être satisfait. Mais la mission de la 2e DB est loin de s'achever. Une garnison allemande recluse dans le Fort Ney est encerclée par des éléments de la DB. Elle finit par tomber. Alors Leclerc sait à ce moment-là qu'on est dans Strasbourg et que le gros de la colonne a fait prisonnier Waterroth qui commandait Strasbourg, hein, général Waterroth. Dans le secteur de Strasbourg, le général Waterroth ainsi que 5000 soldats allemands sont faits prisonniers. C'est la France qui rentre chez elle. C'est un geste fort. C'est un pas vers la geste finale et la fin, espère-t-on, de la guerre. À la mi-janvier 1945, les Allemands sont concentrés dans une poche autour de Colmar. La réduction de cette poche se fait au prix de combats d'une rare violence. Là, c'est village après village, et avec des Allemands qui se battaient à pied, avec beaucoup d'infanterie armée des Panzerfaust. C'était des armes anti-chars. C'était plus gros qu'un bazooka. Le général Delattre, qui a fait de la libération de Colmar une affaire personnelle, peut savourer sa victoire. La ville est libérée le 2 février 1945. L'Alsace libérée, les hommes de la victoire tournent désormais leur regard vers l'Allemagne. L'objectif ultime est de prendre une part active dans l'anéantissement final du Reich.
Vers la fin du mois de mars, les hommes du général Delattre franchissent le Rhin. L'épopée finale commence. Le gros des troupes de la 2e DB est en vue des Alpes autrichiennes. L'objectif est de foncer sur Berchtesgaden, symbole de la grandeur du Reich. Le 4 mai 1945, les troupes américaines et françaises s'emparent de Berchtesgaden. Sur les hauteurs se trouve le Berghof, la résidence d'Hitler, entourée par celle des plus hauts dignitaires nazis. Ensuite, les soldats de la DB investissent le Nid d'Aigle, le chalet d'altitude du Führer, situé à plus de 1800 mètres d'altitude. Ultime refuge, construit sur un pic rocheux, d'où furent prises tant de décisions qui allaient bouleverser le monde. Voir cet énorme drapeau français sur la terrasse d'Hitler, c'est pas mal. C'est quand même une bonne fin et une belle conclusion. La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Le 8 mai 1945, les Alliés reçoivent la capitulation sans condition de l'Allemagne. Grâce à ces victoires, le général Delattre de Tassigny est présent à égalité avec les Alliés. Avoir été à Berlin le jour de la capitulation de l'Allemagne, c'est quand même un sacré moment. Hein. Ça, c'est la grande revanche, quand même, faut le dire. Le maréchal Keitel, chef du haut commandement allemand, ne cachera pas son agacement de devoir signer la capitulation en présence des Français. Keitel, quand il voit Delattre, dire quoi? Alors les Français sont là aussi, parce que pour lui, les Français ne sont pas vainqueurs, quoi. Ils ont été battus en 40, point barre, terminé. Il était vital qu'il y ait un général de l'armée française lors de la capitulation allemande, comme il était essentiel qu'il y ait un représentant de la France à la capitulation japonaise, marquant le terme de la Seconde Guerre mondiale. C'est au général Leclerc que revient l'honneur de représenter la France à cette capitulation. Leclerc m'a appelé, il m'a dit « il faut prendre comme aide de camp, vous m'avez accompagné ». Et nous allons aller à Singapour pour la reddition de l'armée japonaise. Le 12 septembre 1945, la capitulation des troupes japonaises du sud-est asiatique est conclue en présence du général Leclerc et des généraux alliés. Ainsi, pour chacun des hommes de la victoire, la guerre se terminait.